Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle leçon, donc qui est la leçon 3, l'Empire au temps de la paix romaine. Donc on va devoir expliquer ce qu'est la paix romaine. Et en se posant la question, comment expliquer la prospérité de l'Empire romain au IIe siècle? La prospérité, c'est synonyme de stabilité, de moment où il y a la paix dans un territoire. Alors on va partir de la carte 3, page 137, que vous avez donc ici. Donc, sur cette carte, on va observer plusieurs éléments concernant l'Empire romain. Tout d'abord, son étendue. Il est immense. Il va de l'Atlantique jusqu'à la mer Noire et quasiment en Mésopotamie. Et ensuite, du nord, il va de l'Angleterre, du Royaume-Uni, jusqu'en Afrique du Nord. Premier élément, son étendue des milliers de kilomètres carrés. Il y a aussi des frontières qui sont extrêmement bien défendues, vous voyez, avec ce qu'on appelle le limes. Vous l'avez ici, un exemple d'un limes, cet endroit fortifié, des fortifications pour préserver et se préserver des envahisseurs. Donc ici, c'est l'exemple du mur d'Adrien, ici qui préserve l'Empire romain contre les envahisseurs écossais, par exemple. Vous avez ici un mur en Germanie qui préserve contre les envahisseurs germains, etc. Donc des endroits un petit peu sensibles de l'Empire, des fortifications sont mises en place. Il y a dans le même temps aussi des camps de légionnaires romains, bien parce que pour défendre ces frontières, il faut savoir à un moment donné mobiliser des hommes pour défendre le territoire. Et enfin, les provinces sont dirigées. Vous avez un territoire, un empire qui est divisé en différentes provinces, et ces provinces sont dirigées par des hommes extrêmement importants qu'on appelle les gouverneurs, qui sont un petit peu la voix de l'empereur dans les territoires. Vous doutez bien que l'empereur à Rome, on l'a vu la dernière fois, ne peut pas se déplacer tous les jours en Bretagne, en Cappadoce et en Égypte. Par contre, eux, les gouverneurs, voyagent fréquemment et vont fréquemment à Rome pour rendre compte de la situation de leur province à l'empereur. Donc, si vous voulez que tous ces éléments participent à une stabilité générale du territoire qu'on appelle la paix romaine. C'est ça la paix romaine, c'est un moment dans l'histoire de l'Empire où c'est stable, tout est sous contrôle. C'est ces éléments de paix romaine qu'on va devoir aussi étudier et cette paix romaine va permettre, favoriser certains éléments que l'on... Alors, on va pouvoir déjà noter ceci. Au IIe siècle, l'Empire romain est immense. Il s'étend de l'Atlantique jusqu'en Asie mineure et de l'Angleterre jusqu'en Égypte. Il est constitué de provinces administrées par des gouverneurs. Enfin, les frontières, qu'on appelle le limes, sont surveillées par des camps romains pour contrôler les peuples barbares. Vous avez vu comment j'ai fait. Ce travail d'étude de cartes m'a permis de rédiger une trace écrite, c'est-à-dire avec tous les éléments que j'ai relevés de l'explication de carte, eh bien, j'en ai construit une trace écrite ici. C'est pour ça que certains éléments apparaissent en violet. C'est les éléments que je vous avais expliqués. Donc, on peut mettre aussi comme définition, c'est important, le limes, limite de l'Empire romain, souvent fortifié. Alors là, ça va être à vous de jouer, puisque vous allez travailler sur une carte de votre livre, la carte 1, page 132, et vous allez répondre à ces questions ici. Qu'est-ce qui est possible dans un empire aussi vaste? Comment le commerce est-il favorisé? Quels produits sont échangés? Et enfin, d'où viennent les produits et où arrivent-ils principalement? Donc, c'est-à-dire le travail que moi j'ai fait il y a un instant, mais vous allez aussi le faire, un travail d'analyse de cartes, essayer de repérer, de relever des éléments importants. Et ça, une fois que vous aurez répondu à ces questions-là, vous allez essayer de rédiger la trace écrite. Alors j'ai fait une partie du travail. Vous allez, grâce aux éléments prélevés sur la carte, bien compléter les trous que j'ai mis dans la trace écrite. Par exemple, dans l'Empire romain sont favorisées des voies de communication appelées et des permettent d'acheminer des produits variés provenant de toutes les provinces de l'Empire, mais aussi des régions barbares, et se dirigent vers Rome avec ses 1 million d'habitants. De nombreux produits sont échangés, comme par exemple, on va citer quelques-uns des produits. Donc vous avez dans votre trace écrite ici un mot qui va devoir être utilisé, c'est pas très compliqué, c'est le mot voie romaine, et vous avez la définition ici de ce qu'est une voie romaine. Donc vous voyez, petit travail un peu méthodologique d'analyse de cartes
vous avez ici pour comprendre eh bien, cette stabilité de l'Empire qui va permettre, qui va faciliter le commerce et les échanges. Et on va s'intéresser en particulier à des échanges ici. Donc le vin est par exemple un des produits qui s'échangent le plus dans l'Antiquité romaine. On a ce qu'on appelle de vastes domaines agricoles appelés des villas, hein, qui sont très bien situés. C'est le cas de la villa de Loupian, qui est pas très loin de Pézenas. On va un petit peu travailler là-dessus et l'analyser. Donc, sur le dessin, ici, je vous ai mis, on observe la situation exceptionnelle du site de Loupian. Il est à proximité de l'étang de Thau, qu'on peut voir ici, donc pour faire aussi de la pêche, de la culture de coquillages, huîtres notamment, sont très développés dans l'Antiquité. Vous avez des vignobles, ici, les vignes. Vous avez aussi des champs de blé et des oliviers qui sont présents, qui vont permettre des productions diverses et variées, à la fois céréales, à la fois du vin, à la fois des olives, mais aussi de la pêche et ce qu'on appelle du travail ostréicole avec les huîtres. Alors Loupian est aussi, donc je disais que Loupian était très bien situé. Alors déjà, elle appartient à une grande province de l'Empire, la province de la Narbonnaise qui est au bord de la mer Méditerranée, mais aussi elle est située à proximité d'une voie romaine, ce qui va lui permettre d'échanger facilement son vin et ses autres produits. Vous voyez la situation de Loupian. Elle est pile sur une voie romaine qui effectue la liaison entre notamment l'Espagne, mais aussi l'Italie, mais aussi la vallée du Rhône ici. Donc une bonne, voire très bonne situation de Loupian, qui en fait un des carrefours importants aussi du commerce du vin. Ça, c'est quelque chose aussi d'important pour la stabilité de l'Empire. Alors on va pouvoir le noter, au 1er siècle avant Jésus-Christ, près de Loupian, un vaste vignoble est exploité par les Romains dans la province de la Narbonnaise. Il se situe près de l'étang de Thau et surtout à proximité d'une voie romaine qui relie l'Italie à l'Espagne. Elle va permettre, cette voie romaine, de faire circuler le vin dans tout l'Empire. Donc, un petit carrefour de commerce à une échelle assez moyenne, mais un carrefour quand même. On s'y intéresse de plus près, on va voir comment fonctionne une villa romaine. Ici, vous avez une reconstitution, un dessin de la villa romaine. Eh bien, la villa romaine est composée de trois grands ensembles. Alors, vous pourrez regarder les détails sur votre livre à la page 135, mais trois grands ensembles peuvent composer cette villa. D'abord, l'espace central, hein, qui sont des lieux d'habitation, ici, pour le maître. Vous avez ensuite des espaces pour traiter et conserver le vin qui sont ici dans les numéros 7 et 6. Et enfin, vous avez ces espaces-là pour les esclaves et les animaux. Donc trois grands ensembles, des lieux pour le maître, de loisirs aussi, mais d'habitation du maître. Vous avez des lieux aussi pour conserver et traiter le vin, puisque c'est l'objectif d'une villa romaine. Et enfin, les lieux pour les esclaves et les animaux, puisque les esclaves vont travailler sur ces villas notamment pendant la période de récolte de vendange. Donc, une organisation extrêmement minutieuse et précieuse ici. Vous pouvez aussi très bien aller visiter cette villa Loupian, puisqu'elle n'est pas très loin de Pézenas, vous donnera des renseignements bien plus précis, mais voilà l'organisation globale de cette ville. Alors, on va pouvoir le noter, la villa de Loupian est une vaste ferme composée de plusieurs bâtiments. Certains sont des lieux d'habitation pour le propriétaire, le maître. D'autres sont destinés aux esclaves. Et enfin, il y a des bâtiments destinés à la production et au stockage du vin. Vous avez sur votre livre à la page 135, eh bien voilà, on vous montre un petit peu cette production de vin dans les bâtiments prévus à cet effet. Donc, la villa, quelque chose à noter, à comprendre, dans l'Empire romain, c'est un grand domaine agricole, pas seulement pour le vin. Ici, j'ai pris l'exemple du vin. Vous avez des grands domaines agricoles pour les céréales, pour le blé, par exemple. Vous avez à la fois les terres et les bâtiments. C'est ça qu'on appelle une villa. C'est ce dessin que je vous ai montré précédemment. Alors, à l'intérieur de la villa, on peut s'apercevoir aussi que le propriétaire est quelqu'un quand même d'extrêmement riche,
et, et qui, grâce au commerce du vin, eh bien, a pu établir une grande fortune. On le voit avec les mosaïques, des magnifiques mosaïques qui ornent le sol de la villa. Vous avez aussi des grandes salles ici, une grande salle où les affaires entre le propriétaire et ses différents clients étaient traitées. On voit ici le propriétaire qui reçoit ses clients pour faire des affaires. Donc vous avez aussi une immense pièce qui est le lieu d'échange et le lieu d'affaires de ces grands propriétaires. Donc quelque chose quand même d'extrêmement luxueux et d'extrêmement précieux pour le maître. Donc on va pouvoir noter ce que je vous disais précédemment, eh bien que la beauté des décorations avec toutes ces mosaïques, ces pavés, nous renseigne aussi sur la richesse de son propriétaire et nous permet de comprendre la vitalité du commerce romain dans tout l'Empire. Cette activité commerciale est quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent pour ceux qui y participent. Donc je disais, les échanges ne se font pas seulement qu'à l'intérieur de l'Empire romain, puisque vous avez aussi des échanges qui vont être organisés entre l'Empire romain et des territoires beaucoup plus lointains, comme par exemple la Chine, avec ce qu'on appelle la route de la soie, qui va relier, on le voit ici, l'Empire romain à la Chine des Han, puisque c'est les dirigeants de cet empire, l'Empire des Han ici, des liaisons vont être mises en place pour le cheminement de la soie entre ces deux grands empires de l'Antiquité. Donc, vous allez prendre votre livre à page 171 et répondre du coup à ces questions sur la page de droite de votre cahier. Donc, premièrement, travaille là aussi sur la carte, quels sont les empires traversés, citer les villes, etc. Et travaille sur le texte, comment se déplaçaient les marchands sur les routes, quels dangers rencontraient-ils et qu'échange l'Empire romain contre la soie. Tous les renseignements sont dans le texte. À vous de relever et de prélever correctement les informations sur ces documents qui sont page 171. Donc on les corrigera, ça, la prochaine fois pour ceux qui viennent en classe. Donc on va pouvoir noter ceci. Dans le commerce romain s'étend bien au-delà du limès. En effet, des contacts entre l'Empire romain et l'Empire chinois des Han existent grâce à la route de la soie. Il s'agit d'un réseau terrestre de 7000 km qui relie l'Asie à l'Europe. Dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, la soie, produit de luxe réservé aux riches, arrive chez les Romains. Rome envoie en Chine en échange du vin, de la laine et de la verrerie. Donc, vous avez là la définition de ce qu'est exactement la route de la soie. C'est ce grand réseau de routes terrestres entre Occident, c'est-à-dire Empire romain, et Orient, Chine, pour l'échange de marchandises. Donc, vous avez ce vaste réseau qui se met en place. Donc du coup, pour conclure, on va pouvoir dire au 1er et au 2e siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain est à son apogée, c'est-à-dire au plus fort de sa gloire et de sa puissance. Les frontières sont stables et le commerce se développe. C'est ce qu'on appelle la paix romaine. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la villa de Lupian sur laquelle on a travaillé dans les diapos précédentes, vous avez ce lien ici qui va vous faire un peu visiter de manière plus détaillée que ce que je l'ai fait, les différentes pièces de la villa, vous expliquer un peu plus en détail comment elle était organisée. Donc n'hésitez pas à le consulter, donc vous cliquez dessus, vous copiez, coller l'adresse ou vous tapez tout simplement Villa Loupian sur votre moteur de recherche et vous trouverez facilement l'espace qui est dédié à ce site antique. Donc, on travaillait bien, on se retrouve pour ceux qui vont en classe bientôt et les autres pour une autre vidéo. Au revoir.